Aujourd'hui, on va parler d'anatomie et de physiologie. Une petite définition par rapport à l'anatomie qui est ni plus ni moins que l'étude des différents organes qui constituent notre corps. La physiologie, quant à elle, est l'étude de l'organisation des différents organes et de leur interaction. Je vous dire à tous, chers amis Homo sapiens, bonjour, puisque nous sommes les descendants de Lucie et nous sommes donc dans la catégorie des Homo sapiens, des êtres humains, organismes vivants, et notre organisme vivant a des besoins physiques et chimiques, tels que l'eau qui assure l'ensemble des processus métaboliques de notre corps, la nourriture qui fournit l'énergie de notre corps, les matériaux de base qui servent à construire la matière vivante, et les matières vivantes que nous aurons seront les os, les muscles, par exemple. Autre, c'est les composés chimiques qui sont nécessaires aux réactions vitales de notre corps, l'oxygène qui sert à produire l'énergie à partir des nutriments. Nous allons parler tout à l'heure de ce que sont les nutriments. La chaleur qui favorise les réactions chimiques. Et enfin, la pression qui permet la respiration. Alors, bien évidemment, notre corps a différents niveaux d'organisation qui sont du plus simple au plus complexe chimique, cellulaire, tissulaire, organique, et enfin, au niveau de l'organisme, les éléments qui sous-tendent notre structure, notre charpente, comme le fascia, comme les capsules articulaires, mais tout ça, on en débattra dans d'autres sessions. Notre corps est composé de cellules. Les cellules sont différenciées, et on considère que deux cellules du même type forment un tissu. Nous allons parler du tissu épithélial, bien sûr, la peau qui couvre la surface des organes de notre corps. Il tapisse également le tissu épithélial les cavités et participe à la formation des différentes glandes. Il joue un rôle, le tissu épithélial joue un rôle dans la protection, l'absorption, l'excrétion et la diffusion, ainsi que la filtration. Autre tissu, le tissu conjonctif. Il relie, soutient et protège les différentes parties du corps. Il stocke l'énergie et les sels minéraux. Le tissu musculaire, il est contractile et permet, au-delà des articulations, de produire le mouvement. Le tissu nerveux, lui, produit et transmet les influx nerveux qui coordonnent les différentes activités du corps. Dans toutes ces sessions, nous allons décrire des systèmes. Il y en a un petit peu plus que 7, mais nous parlerons du système musculaire, du système digestif, du système respiratoire, du système circulatoire, le système lymphatique qui est indissociable au système circulatoire, le système urinaire, le système tégumentaire et enfin les systèmes endocriniens et nerveux. Une fois que nous aurons parlé un petit peu de tous ces systèmes, nous les mettrons en relation les uns les autres pour parler de physiologie, puisque l'anatomie est bien évidemment utile pour connaître les différents organes, mais la physiologie, à nous, ma sœur, nous permettra de comprendre pourquoi, par exemple, lorsque l'on va masser un bas du dos à droite, on est en relation avec une douleur qui se situe au niveau du cou en haut à gauche. On parlera de chaîne musculaire, on parlera de fascia, on parlera de tout ça. Quelques définitions
On va parler de différents mouvements, de la position anatomique de référence. Alors, la position anatomique de référence, c'est un être humain qui est debout, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, la paume des mains tournée vers l'avant. Une représentation que nous avons grâce à Léonard de Vinci, c'est l'homme de Vitruve. Cette position où les jambes sont écartées, voilà. Donc, cette description anatomique est comprise dans les 3 plans de l'espace. Le premier plan de l'espace, c'est le plan frontal. Voilà, donc le plan frontal qui suit le front et qui va du haut vers le bas. Le deuxième plan, qui est perpendiculaire à celui-là, est le plan qui est inscrit dans le nez, qui va de l'arrière vers l'avant, qui s'appelle le plan sagittal. Et après, on a, pour terminer, un plan horizontal qui est déterminé par la ceinture que l'on a autour de notre. Donc, 3 plans dans l'espace. Ces 3 plans de l'espace nous permettent de déterminer des mouvements simples, comme par exemple la flexion. On va faire la flexion de la hanche. Flexion de la hanche. Hop, mouvement de flexion, voilà. Mouvement d'extension qui va vers l'arrière. Mouvement de rotation, ouverture de hanche et fermeture de hanche de l'autre côté. Les mouvements de abduction, qui s'écrit A-B-D, abduction, qui est le fait d'écarter de l'axe médian le membre inférieur vers l'extérieur, et le mouvement opposé qui s'appelle l'adduction, A-D-D. Pour les membres supérieurs, de la même façon, Benjamin va réaliser une abduction horizontale de son épaule droite, adduction, flexion antérieure que l'on appelle antéversion, flexion postérieure ou extension qu'on appelle rétroversion. De la même façon, on aura les mouvements de rotation interne et rotation externe. Coup de plié, il amène la main sur le ventre, rotation interne, et de l'autre côté, rotation externe. Mouvement global de la colonne vertébrale qui est considérée comme une grande, seule et même unique articulation où Benjamin va faire une flexion antérieure. Il va enrouler ses épaules et descendre pour aller toucher avec ses mains les pieds. Il remonte. Une extension, il va dans l'autre sens. Il se remet en position neutre. Rotation droite, rotation gauche. Et de la même façon, pour terminer les mouvements avec la colonne vertébrale, les inclinaisons latérales, inclinaison droite en premier, et après, inclinaison gauche en second. Au niveau de la colonne cervicale, que l'on différencie un petit peu également, les mouvements de oui-non, flexion, extension, et rotation droite, rotation gauche, et de la même façon, inclinaison latérale, droite et gauche. Donc, tous ces mouvements sont des mouvements de base qu'il faut bien évidemment connaître parce que nous aurons des personnes en massage qui, eux, seront, par exemple, je suis masseur kinésithérapeute, je vais même me faire masser, on me demande d'écarter le bras, je comprends. Mais une personne va vous parler de flexion antérieure, flexion postérieure, de dorsiflexion au niveau d'un pied, d'abduction, d'adduction. Il faut connaître cette terminologie. Bon, oui, comme Benjamin disait, au niveau des chevilles, on a des mouvements qui s'appellent flexion plantaire ou flexion dorsale. La flexion plantaire, c'est lorsqu'on se met debout sur la pointe du pied, et la flexion dorsale, lorsque l'on va, par exemple, marcher sur le talon. Mouvement d'inversion, c'est les 2 plantes de pied qui se regardent. Mouvement d'éversion, c'est les 2 plantes de pied qui sont vers l'extérieur. Voilà pour, en gros, les différents mouvements. Donc, au niveau des différents mouvements, on a fait à peu près le tour.
et au niveau de la terminologie que l'on utilisera en formation massage, juste deux choses à rajouter. C'est que lorsque nous sommes en train de masser, nous aurons une main supérieure et une main inférieure. Supérieure veut dire que la main est dirigée vers la tête, alors que lorsque l'on parlera de la main inférieure, on parlera de la main caudale. Et c'est la main qui sera en regard du sacrum. Donc, la main supérieure, la main supérieure au niveau de la tête et la main caudale au niveau du bassin. Donc, au niveau on va dire, du travail que nous allons faire, tout au long de ces séquences, on va parler du tissu épithélial de la peau. La peau est l'organe le plus grand et le plus lourd du corps humain, qui a pour fonction de protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ce faire, elle a une fonction élastique. Elle nourrit également. Elle nourrit par l'intermédiaire des crèmes que nous allons lui amener. Et elle permet d'excréter différentes substances par l'intermédiaire de la transpiration. La peau, elle est composée de 3 couches: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc de la superficie à la profondeur, en premier l'épiderme, en 2 le derme, en 3 l'hypoderme. Le tout est posé sur une couche que l'on va appeler le fascia superficiel, une couche de gras qu'on appelle une couche aréolaire, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, le fascia superficiel, la couche aréolaire et le fascia profond, et en dessous, on a le muscle. Ça, c'est les différentes couches d'organisation que nous étudierons au cours des différentes séquences. Le tissu épithélial en premier. Le tissu osseux, qui lui est composé de 2 différents types de squelettes. Le premier, c'est le squelette axial et le deuxième, le squelette périphérique, que l'on appelle appendiculaire. Le squelette axial, lui, est composé du crâne, de la colonne vertébrale, des os du bassin et de la cage thoracique. Le squelette appendiculaire, lui, c'est le squelette des 4 membres. Pour parler un langage, on va dire, d'anatomiste pur et dur, ici, vous avez un membre supérieur. Le membre supérieur de Benjamin va de l'épaule jusqu'au bout des doigts, avec de l'épaule jusqu'au coude, le bras, du coude jusqu'au poignet, l'avant-bras. Le poignet, articulation inférieure, le coude, articulation médiane, articulation distale ou proximale, c'est l'articulation qui est rattachée au tronc, c'est l'épaule. Donc, quand on parle du bras, on ne parle pas de tout ça. Le bras, c'est entre l'épaule et le coude. Entre le coude et le poignet, c'est l'avant-bras. Ensuite, la même analogie pour le membre inférieur. Il y a une belle boîte à pattes. Le membre inférieur de Benjamin, qui va donc de la hanche jusqu'au pied, avec le segment cuisse qui va de la hanche jusqu'au genou, le segment jambier qui va du genou jusqu'à la cheville. On lui libère son pied. Et donc, l'ensemble correspond aux membres inférieurs. Donc, ces terminologies-là, c'est pareil. Quand on parle de jambes, c'est le segment qui va, du genou à la cheville. On ne parle pas de la jambe en parlant de la hanche jusqu'à la cheville. C'est des terminologies sur lesquelles il faut être précis puisque nous sommes des professionnels du massage.
Et les patients et les gens, les clients que nous serons sont des gens à qui nous devons cette rigueur-là. Donc, le tissu osseux, il est composé donc d'une charpente et il est composé également d'articulations. Les articulations, c'est l'endroit où se rejoignent deux segments osseux. Et ces articulations, elles existent pour faire des mouvements. Les moteurs des mouvements sont les muscles, donc le système musculaire. Le système musculaire, il aura deux types de mouvements. Le premier, c'est la contraction. Et le second, le relâchement. La contraction fait, par exemple, plier mon coude. Le relâchement, plier mon coude. Voilà, je plie mon coude. Et le relâchement permet d'étendre le coude. Ceci par rapport à un muscle qui était le biceps brachial. On verra ça en détail quand on traitera du système musculaire un petit peu plus approfondi. Les muscles qui réalisent le mouvement sont appelés les muscles afférents, réalisent le mouvement. Les muscles efférents permettent de maintenir la coordination du mouvement et la fluidité du mouvement. Ils freinent le mouvement. Parce que s'il n'y avait que les muscles qui réalisent le mouvement, par exemple sur la flexion du coude, on prendrait tout de suite une baffe dans la figure. Et on a un mouvement fluide parce qu'il y a une contraction simultanée entre deux muscles. Un qui est plus fort que l'autre, mais avec une différence de qualité de contraction. Le système musculaire et les contractions musculaires dépensent de l'énergie, dépensent des calories, dépensent des nutriments. Et les nutriments sont le carburant que nous allons donner à manger à l'intégralité des cellules de notre corps par l'intermédiaire de la digestion. Donc nous allons évoquer maintenant le système digestif. Nous en parlerons beaucoup plus en détail dans quelques séances. Donc le système digestif qui lui est composé d'une succession de cavités. La première, c'est la bouche. Au niveau de la bouche, nous faisons rentrer la bouchée alimentaire et deux mécanismes se passent. Un mécanisme chimique et un mécanisme mécanique. C'est bien dit. La salive qui commence le processus digestif et l'action des dents qui permet de couper, déchirer et broyer la bouchée alimentaire. Ensuite, on a l'œsophage central qui se contracte et amène la bouchée alimentaire jusque dans l'estomac. Dans l'estomac, c'est comme le pétrin du boulanger, pour vous simplifier, où on a le suc gastrique, les sucs gastriques, qui est une action chimique, et le mélange par l'intermédiaire des contractions des vésicules à l'intérieur de l'estomac qui permet de mélanger et de transformer notre bouchée alimentaire ça s'appelle le chyme. Au sortir de l'estomac, un petit bout de tuyau qui mesure une quinzaine à vingtaine de centimètres qui s'appelle le duodénum. Dans le duodénum viennent si vous avez des questions, dites, il n'y a pas de souci. Dans le duodénum viennent se jeter la bile et le suc pancréatique. La bile est fabriquée par le foie, stockée dans la vésicule biliaire et pendant la digestion, la bile est déversée dans le duodénum, de même que le suc pancréatique, pour transformer le chyme en nutriments. Au sortir du duodénum, se mélange à la bile et au suc pancréatique pour donner les nutriments. La transformation finale des nutriments se passe au niveau de l'intestin grêle. Et c'est au travers de l'intestin grêle que les nutriments sortent pour aller dans le réseau artériel et sont enfin transportés pour aller donner à manger à toutes les cellules de notre corps, quelles qu'elles soient, cellules nerveuses, cellules musculaires,
cellules osseuses, la peau, etc., etc. Et enfin, pour être complet au niveau du système digestif, on a le gros intestin, que l'on appelle également le côlon, qui lui évacue les matières qui ne sont pas digérables. J'ai bien dit digérables et non pas les matières qui ne sont pas digérées. Les matières digérables sont transportées par le côlon, ascendant, transverse, puis descendant, rectum, et après ça va dans les selles. Un bref explicatif du système digestif. Comme je vous ai dit il y a quelques instants à peine, les nutriments, eux, passent dans le réseau artériel pour aller donner à manger à l'intégralité des cellules de notre corps. Donc, nous évoquerons en détail un autre système qui est très important, c'est le système cardiovasculaire, qui est indissociable d'un autre système cardio-respiratoire. Donc, nous en parlerons dans une autre séquence, mais sachez que le système cardiovasculaire est composé d'une partie artérielle qui amène le sang oxygéné puis chargé en nutriments à toutes les cellules de notre corps. Après, nous avons des artères plus petites que nous appellerons artérioles, des capillaires artério-veineux et le système de retour avec les vénules, les veines, et juste avant de revenir dans le cœur, les veines caves supérieures et inférieures qui reviennent au niveau de notre cœur droit dans l'oreillette. Oreillette droite, ventricule droit. Le sang est ensuite éjecté dans les poumons pour filtrer et réoxygéner, réintégrer au niveau de l'oreillette gauche artérielle, ventricule gauche, et la circulation générale par l'intermédiaire de l'aorte ou la crosse aortique. Donc, vous comprenez bien que le circuit du sang, il va du cœur droit au cœur gauche et il va également du cœur droit au poumon, réinjecté et réinjecté ensuite dans le cœur. Donc, on ne peut pas différencier les systèmes cardiovasculaires et cardio-respiratoires. On ne peut pas, c'est impossible. Le système digestif, tous ces trois systèmes, nous les étudierons vraiment en détail. On étudiera également les nutriments, les oligo-éléments, les vitamines, pas quelques indications pour avoir une bonne alimentation, mais quelques indications nutritionnelles pour avoir un bon équilibre organique général, puisque vous avez vu tout à l'heure dans le système digestif, on a parlé du foie, on a parlé du pancréas. Le foie est un organe essentiel à la vie de nos cellules. D'une part, il produit la bile pour transformer les nutriments, les aliments, le chyme en nutriments, mais il a un rôle également qui est très important pour stocker et rendre inoffensifs les produits toxiques que nous ingérons. Un exemple de produit toxique, les médicaments. Un autre exemple de produit toxique, E404, E107. Ce sont des produits qui servent à décolorer, recolorer les aliments, parce qu'on est une société de consommation où il faut quelque chose qui soit joli. Des conservateurs, des antibiotiques que l'on donne également, quand on parle de médicaments, je parle des antibiotiques que l'on donne en masse, par exemple, aux animaux qui sont élevés en batterie. Ils sont dans la chair, nous les mangeons. Voilà pour le foie. Le pancréas, lui, il a deux rôles. Le rôle de fabriquer le sucre pancréatique, qui a la même qualité pour la digestion que la bile. Et son deuxième rôle, c'est l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Il produit deux hormones. La première, c'est l'insuline, qui fait baisser le taux de sucre dans le sang.
Et le deuxième, le glucagon, Glucagon, qui lui est hyperglycémiant, fait monter le taux de sucre dans le corps. Donc tout ce que je viens de vous parler juste à l'instant et compagnie sert à produire l'ensemble du carburant nécessaire à la vie des cellules de notre corps. Donc bien évidemment, nous l'étudierons tout ça d'une façon beaucoup plus approfondie. Et ensuite, bien sûr, nous ne pouvons pas parler de système digestif, système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, sans parler des systèmes d'élimination des déchets, des toxines, à savoir les reins et la vessie. Donc, on ne peut pas parler de système digestif, cardio-respiratoire, cardio-circulatoire, sans parler du système d'élimination. Et le système d'élimination par excellence, c'est le système urinaire. Le système urinaire récupère les eaux usées qui sont issues de la digestion, transformées en urée, stockées dans la vessie. L'urée, c'est la transformation des eaux sur lesquelles on enlève oligo-éléments, vitamines. C'est de l'eau appauvrie. C'est un poison, en fait, si tu veux. Chargé également en gaz carbonique et en chlorate de potassium. Et notre corps transforme les eaux usées, enfin les eaux issues de la digestion, ce n'est pas vraiment les eaux usées, c'est les eaux issues de la digestion en urée, stockées dans la vessie et après on élimine. Le taux d'urée est bien évidemment dépendant de la quantité d'eau que nous allons également boire tout au long de notre journée. Vous avez une personne qui va manger un petit peu, pas de belle qualité alimentaire et qui boit peu, elle aura des urines qui sentiront fort et qui seront très chargées en urée, en poison, avec un fonctionnement des reins qui va être mis également en défaut, où on risque d'empoisonner le corps. Et là, on a un retour de l'urée dans l'organisme qui va empoisonner, et c'est également une des causes de création de cancers rénaux, vésicaux, intestinaux, voire au niveau du foie. Autre système d'élimination, c'est la transpiration. Et enfin, un dernier système d'élimination, c'est la défécation. Donc, c'est l'éjection de la matière fécale à la suite du trajet au niveau du côlon ascendant, transverse descendant et rectum. Voilà en gros pour l'explication de la présentation de tout ce que nous allons parler pendant ces séquences. On aura des émissions spéciales également qui parleront un petit peu plus en particulier de fascia, du système nerveux autonome, du système nerveux périphérique. Mais en gros, vous avez la trame de ce qui va se passer, de ce que nous allons vous présenter pendant plus de 30 à 35 heures, je crois, Benjamin. C'est ça, 5 heures. Voilà, c'est bon.